rapidement, en fait, ça fait peut-être 20 ans qu'on travaille ensemble. Je vais me démasquer pour parler, mais qu'on travaille ensemble, qu'on se connaît, qu'on collabore, qu'on enseigne. C'est la première fois que je pose la question du CV, en fait. Et je dis là, non, c'est vrai, vous avez fait ci, vous avez fait ça. En fait, je savais rien. Donc il s'est passé plein de choses dans la vie de ces gens-là. Ils ont coché toutes les cases comme il faut. Je vais faire très très vite. Donc cette Jamel arrive d'Algérie à 18 ans, s'inscrit en sup, parce que je ne savais pas, à Henri IV à 17 ans et demi. Bifurque rapidement sur l'architecture à Malaquais, où il rencontre Caro. L'architecture à ce niveau d'ambition, ça marche qu'en couple, et je sais de quoi je parle. Après un diplôme et en parallèle une espèce de passage assez fulgurant, ça je dis pour mes étudiants, qui est remarquable, qui veut qu'ils arrivent à articuler, je sais pas comment, un post-diplôme à Sciences Po en urbanisme et un diplôme à l'école des hautes études en sciences sociales. Et ça, c'est le point le plus important pour moi, parce que c'est une école qui travaille sur la question du mot, sur la question de la rédaction. Et pour moi, c'est une œuvre qu'on va vous présenter aujourd'hui qui est intrinsèquement lié à la question de l'expression. C'est un débat qu'on a souvent. Moi, je vous engueule, je vous martyrise pour que vous trouviez le bon mot, pour vraiment expliquer les choses comme il est faux. Ben voilà, l'école, elle est ici. On a enseigné 10 ans comme ça, vraiment à chercher la bonne terminologie, et à travers les ouvrages, notamment le Grand Paris Stimulé ou les autres choses que vous allez voir, j'espère que vous comprendrez que la question du bon mot au bon endroit pour bien dire les choses, ou bien décrire une situation sur laquelle on intervient, est absolument cruciale. Pour terminer, donc François de Coster est rencontré à Sciences Po, je crois. Donc c'est un triumvirat de 3 personnes qui avancent ensemble, qui partent rapidement à l'étranger, donc à Hanoï, pour faire une recherche de leur propre initiative avec des copains de Sciences Po, un pays qui vient de s'ouvrir au monde civilisé, sur lequel il y a tout à faire. Et donc de cet éventail d'expériences et on va dire international, intercontinental de choses, va naître une expertise qui vraiment prend son essence sur ce lieu. Évidemment, quand on voyage, quand on travaille à l'étranger comme ça, c'est pas pour découvrir d'autres cultures que pour se mettre en perspective là où on travaille habituellement. Donc ça donne un regard extérieur très très fin et très pertinent sur ce qu'on fait. Je terminerai en disant que nous, pour faire écho à la présentation de la directrice, la question du transdisciplinaire, en fait, on s'est rendu compte que la séparation, enfin, d'un côté les urbanistes, les architectes, les designers, comme si à petite échelle on avait des gens, des Stark, à grande échelle des urbanistes, et puis au milieu des archis. En fait, c'est une séparation disciplinaire qui est très récente et que l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme d'ailleurs n'acte pas. Enfin, et même à travers cette scission, toutes les personnes de Corbu à Coulas, en passant par tout un tas de personnes. On a une agence ici qui n'est pas une agence d'urbanisme, mais qui est vraiment transcalaire, qui travaille à toutes ces échelles-là et qui va nous montrer des projets d'architecture. Nous, on soutient que c'est pas possible d'être architecte sans avoir cette compétence. On peut pas comprendre l'œuvre de Corbu architecturale sans connaître son travail d'urbaniste et vice-versa. Nous, on soutient que ces choses-là se nourrissent dans une complexité transcalaire qui fait la caractéristique, l'essence des projets remarquables que vous allez voir aujourd'hui, avec une dimension de complexité supplémentaire qui est celle de l'existant dans un environnement contemporain chargé de choses en place qu'on a un peu de mal aujourd'hui à démolir, à dégager. On travaille avec le déjà là, il faut de la finesse, il faut l'analyser, il faut mettre les bons mots par-dessus, et on peut rebondir dessus pour l'apprivoiser, pour le mettre en scène, et pour pouvoir créer sur la base de choses qui existent. Je crois que c'est la thématique de cette conférence-là, comment faire avec le déjà là, avec l'existant. Et donc je laisse la parole à Jamel. Merci. Merci. Je vais vous parler un peu d'urbanisme. Julien a déjà dit pas mal de choses. C'est vrai que probablement ce qui nous différencie, ou ce qui nous distingue, je vais dire plutôt, de pas mal d'agences, c'est qu'on aime bien naviguer entre les échelles, et c'est-à-dire de la très petite à la très grande. C'est-à-dire qu'on peut étudier un territoire aussi grand que celui-ci, qui fait des milliers d'hectares, et en même temps être absolument attentif à un détail de trottoir et à le dessiner de façon assez précise. Et je pense que c'est tout de même la qualité d'un architecte que d'être ça, même si, Julien l'a dit, aujourd'hui, nos écoles, nos institutions divisent un peu ces compétences. Et je pense que c'est une erreur, et c'est probablement une des raisons pour que les choses se passent pas exactement comme elles devraient se passer. Donc nous, on fait comme on veut. Donc on navigue entre les échelles. Donc en même temps, on fait de l'architecture et on fait de l'urbanisme.
Donc je vais commencer justement avec des notions plutôt de territoire, parce que je trouve que c'est important dès qu'on fait un bâtiment, quoi qu'on dessine, hein, il faut déjà comprendre où on est, où est-ce que tout ça se présente et quels sont les territoires auxquels on a affaire. Je vais vous montrer juste 3 territoires. Donc par exemple, ça c'est un territoire que vous connaissez peut-être, mais c'est l'extrême nord, donc pour vous c'est très loin. Vous c'est à Méditerranée ici, hein. C'est extrêmement loin. Donc là, c'est plutôt l'Eurodelta. Donc c'est tout ce territoire qui est entre Lille, Bruxelles, Anvers, Rotterdam, Düsseldorf, qui est un peu cette ville diffuse. Vous voyez bien le plan. Hein, on a l'impression que l'urbanisation ne s'arrête jamais, mais qui est une typologie de territoire qu'on peut retrouver, je pense, sur toute la côte méditerranéenne. Je pense que quand on part de Marseille et qu'on roule, je pense que ça s'arrête à peu près jamais. Jusqu'à l'Italie d'un côté ou jusqu'à Barcelone de l'autre côté. Donc je pense que nous autres architectes avons affaire à traiter de ces territoires un peu diffus, un peu horizontaux, un peu soi-disant sans qualité, ce qui est absolument faux, ils ont plein de qualités. Mais en tous les cas, dans nos écoles, quand on était jeunes, on nous expliquait que c'était sans qualité, que c'était un peu une erreur de l'histoire. Mais sauf qu'aujourd'hui, probablement, les uns et les autres, vous avez à dealer, entre guillemets, enfin vous allez être très souvent, pour ceux qui sont étudiants dans cette salle, confrontés à ce type de territoire. Un autre territoire, donc là c'est un bout de Tokyo par exemple, c'est un bout de Ginza, c'est le quartier central de Tokyo, où là c'est un peu l'inverse, c'est un peu diffus, un peu désordonné, parce qu'on n'en voit pas d'ordre, c'est pas une ville haussmannienne, c'est pas une ville européenne, c'est pas une ville continue, mais on voit plutôt des blocs un peu qui flottent de façon assez rapprochée les uns des autres, sur un tissu qui est ici noir. Donc il y a des explications, hein, notamment au Japon, notamment les tremblements de terre qui font qu'en général tous les bâtiments sont esselés, on essaie de ne pas les coller, comme ça s'il y en a un qui tombe, il ne va pas faire tomber tous les copains. Mais en même temps c'est intéressant et c'est une autre forme, et c'est une forme que l'on peut retrouver aussi à certains endroits, en Europe, ailleurs, qui est ce tissu un peu plutôt de plots, d'objets posés, plus ou moins denses, plus ou moins compactés. Et j'aime bien un peu cette phrase de Toyo Ito, que probablement vous connaissez, qui est probablement le meilleur architecte japonais actuel, même si Sejima Esana lui a volé la vedette, mais c'est, je pense, lui, The Guy, le japonais, c'est lui. Enfin, ils ont tous été formés chez lui, y compris Sejima, qui parle de Tokyo comme cette ville un peu sans extérieur. Je sais pas, pour certains, pour ceux qui connaissent Tokyo, voilà, c'est une ville qui, contrairement à une ville occidentale ou une ville européenne, qui a une adresse, une extériorité, une façon de s'adresser sur l'espace public. La ville japonaise n'a pas un peu elle s'adresse pas, c'est-à-dire que nos codes, en tout cas occidentaux, n'arrivent pas à comprendre de quelle façon elle fonctionne. Et il dit que c'est un labyrinthe intérieur dans lequel on rentre de façon un peu par inadvertance. Et il dit que c'est le mystérieux caractère de cette ville qui s'appelle Tokyo. Voilà, une deuxième typologie un peu de territoire sur lequel on peut être appelé à travailler, qui est cette ville qui n'a pas d'extériorité, mais qui n'est pas dénoué d'intérêt. C'est-à-dire que Tokyo, d'ailleurs, c'est un modèle, très souvent, les architectes citent, enfin nous, les premiers, citent cette ville, sa capacité à absorber les différences, à absorber des choses que nos villes occidentales, européennes, ont du mal à faire. Voilà, par exemple, là c'est pas Tokyo, par exemple, bêtise, mais peu importe, mais c'est Osaka. C'est une photo d'Osaka où on voit un peu comment, quand ces magmas de bâtiments qui sont posés de façon autonome, même les infrastructures naviguent. On a l'impression qu'elles pourraient naviguer de façon un peu libre, un peu dans ce magma urbain, mais qui est en même temps assez intéressant. Et après, il y a le troisième modèle, qui est le modèle peut-être européen ou occidental, que moi je résume un peu à ce plan, parce que j'aime beaucoup ce plan, qui s'appelle le plan Nolly, que vous connaissez tous, hein, qui est un plan qui a été dessiné en 1648 ou 1748, je ne sais pas si je me trompe d'un siècle. Peut-être c'est 1748, par Giambattista Nolly, qui est un plan de Rome, qui est probablement le plan de Rome le plus précis qui ait existé dans l'histoire. Et on m'a dit que même la ville de Rome, les services municipaux de la ville de Rome, jusqu'à il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, utilisaient encore les planches du plan Nolly quand ils travaillaient sur l'hypercentre, hein, évidemment, de Rome.
Donc c'est un plan assez intéressant, là vous le voyez, qui est juste black and white, noir et blanc. Vous voyez tous les espaces privés qui sont hachurés en noir, l'espace public évidemment en blanc, vous voyez les rues, les ruelles, les places, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les bâtiments publics sont dessinés de façon extrêmement précise, comme un plan de rez-de-chaussée. À l'époque, c'était plutôt les églises, hein, enfin les lieux de culte, ou certaines institutions ou édifices publics étaient. Et ce qui est intéressant dans ce plan, c'est la première fois où tout d'un coup il y a un plan qui est dessiné avec une telle précision, où presque l'architecture ici se mêle presque à un plan de ville dit urbain, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a cette rencontre entre l'architecture et l'urbanisme, en tout cas entre la petite échelle et la grande échelle, où la Piazza Navona, on voit de quelle façon il y a aussi des édifices religieux qui dessinent un peu des shortcuts ou des raccourcis entre des places, des rues, etc. Donc j'aime beaucoup ce plan parce que pour moi il introduit ce qu'est la ville entre guillemets européenne ou occidentale, qui est la ville du vide, c'est la ville de l'espace public, ce qui la caractérise, c'est l'espace public qui est très ordonné ou ordonnancé avec des façades qui le longent. Et puis il y a aussi cette continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis j'aime beaucoup ça, c'est des fragments que j'ai pris plutôt des périphéries du plan Nolly. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en périphérie, le black and white, il fonctionne un peu moins bien, parce que c'est plutôt beaucoup de vide et très peu de plein. On est en périphérie, donc c'est un peu la ville diffuse, parce qu'elle existait déjà, hein, la ville diffuse. C'est pas une nouveauté. Donc c'est un peu les banlieues lointaines de Rome au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et ce qui est marrant, c'est que tout d'un coup, la façon dont il dessine, c'est qu'il dessine extrêmement précisément un bateau ou un jardin, etc., etc. Donc il y a cette précision, elle est égale dans l'hypercentre ou dans la centralité autant que dans la périphérie. Alors je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais tout simplement pour vous dire que globalement, pour moi, quand on travaille un peu sur l'urbain, ou enfin même en tant qu'architecte, hein, très souvent on a un peu une combinatoire de ces trois tissus. Ça n'existe plus à l'état pur. Hein. Il y a pas. Si la ville diffuse à l'état pur, elle existe encore. Mais même la ville aussi, la ville compacte, si on travaille un peu de façon patrimoniale sur un centre ancien. Mais globalement, les territoires sur lesquels on est amené à travailler, c'est des territoires un peu hybrides, qui mixent des bouts de villes composées, des bouts de villes diffuses, des bouts de plots. Donc c'est tout ça. C'est un peu cet héritage-là que nous sommes en réalité, que nous avons en réalité, que vous aurez en réalité, sur lequel vous allez très probablement travailler. Non, comment ça marche? Non, mais c'est juste un film de Zvertov, c'est Odessa en fait, c'est une ville européenne, mais qui j'aime bien parce que voilà, c'est un film des années, je pense 20 ou 30, mais qui pour moi illustre presque un peu ce qu'est le plan Nolly de façon contemporaine. Quand je parle du plan Nolly, c'est qu'il a encore une actualité. Je pense que le plan Nolly a toujours un peu cette capacité, on voit tous les jours, chaque fois, on voit cette image qui se répète quand il rentre. Il a toujours cette capacité, en tout cas, à engager et à nous parler de la ville contemporaine. J'aime bien montrer ça parce qu'aujourd'hui, dans toutes nos villes, on nous oblige à spécialiser nos couloirs de vélos, de trottinettes, de voitures, de taxis, de bus, je sais pas, on passe notre temps à dessiner des lignes, à dire 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre 50, 4 mètres, 6 mètres. Et là, on voit bien qu'à un moment donné, on savait un peu faire cette ville mixte, hybride, sympathique. Alors tout ça mais je vais faire juste un petit détour par le Grand Paris, parce que Julien l'a dit, mais c'est vrai que quand on a eu la chance d'être invité à cette énorme consultation, donc pour ceux qui ne savent pas, en 2008, l'État français lance une énorme consultation qui s'appelle le Grand Paris, après le protocole de Kyoto. Donc c'était pas la COP de Paris, mais c'était le protocole de Kyoto, qui est l'ancêtre de la COP de Paris, qui est peut-être le premier événement où on parle d'environnement, et le premier événement où on parle d'environnement à l'échelle de la ville. Avant, on parlait à l'échelle des bâtiments, à l'échelle des matériaux, et à un moment donné, à l'époque, on disait c'est la ville la solution. C'était en tout cas l'idéologie qui était à l'époque. Et donc, on a eu la chance de participer à cette énorme réflexion pour réfléchir au Grand Paris. 10 équipes ont été invitées et pendant 1 an, on a travaillé
sur cette question, donc ce qui est absolument inhabituel pour un architecte que d'être un peu engagé dans réfléchir ou dessiner ou penser un territoire de plus de 12 millions d'habitants, parce que la région Île-de-France, si on dit le Grand Paris, c'est pas loin d'être la région Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants. Donc c'est juste un peu waouh, phénoménal. C'est comme si on vous demandait demain en studio de Julien redessiner Marseille et toute sa périphérie, vous avez 3 semaines ou 3 mois. C'est juste impossible. Donc on a monté tous des équipes pluridisciplinaires où il y avait des économies, des géographes, des sociologues, des historiens, des spécialistes des mobilités pour essayer de porter un discours un peu sur ce territoire. Donc nous, on a donné un peu ce titre. Donc c'est pour ça que je le remets, Grand Paris stimulé, puisque déjà à l'époque, je me rappelle très bien, on était un peu plus jeunes que nous sommes aujourd'hui, c'était il y a 13 ans. Donc voilà, on était des gamins. On était invités à cette grande consultation, on était honorés, mais on était franchement très jeunes. À côté de nous, il y avait plutôt des vieux dinosaures comme Castro, Grimbach, Yves Lion et bien d'autres, Jean Nouvel, Porzampar, et puis je t'en parlais des étrangers, Bernardo Secchi, Rogers et bien d'autres. On avait posé ce titre, Grand Paris stimulé, parce que d'une certaine manière, on n'avait pas envie de stimuler. Pour nous, stimuler, c'est presque la forme supérieure de la transformation. Non, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est la transformation, non? Vous avez compris? Donc, c'est un peu la forme supérieure de la transformation. C'est-à-dire, on stimule quelque chose, c'est-à-dire que juste, c'est comme un homéopathe, on le pique et que tout d'un coup, il se transforme et puis devient autre chose. Donc, à l'époque, on a eu un peu l'audace, parce que c'était un peu audacieux de notre part, parce qu'on était je l'ai déjà dit, un peu des enfants, de dire, on va pas faire de plan, on va pas dessiner de plan de la métropole parisienne, mais on va plutôt imaginer une autre manière un peu de porter cette question un peu d'un grand territoire. Et en fait, comment on l'a fait? On a travaillé sur on était un peu mononeurones à l'époque. On a travaillé juste sur 2 documents, d'une certaine manière. Un premier document qui est celui-ci, qui était une matrice je dis toujours 20 métropoles, mais en réalité on devait en faire 20, on en a fait que 19. On n'a pas eu le temps. Donc de 19 métropoles mondiales, pas nécessairement pour les comparer, parce que je pense que dans les urban studies, comme disent les anglo-saxons, très souvent on compare les villes. Si on regarde, je sais pas, la LSI à Londres, ils ont sorti des très beaux livres où ils comparent plein de villes, mais avec les mêmes, je sais pas, taux de criminalité à Tokyo, à Londres, à Johannesburg. Mais du coup, ça devient débile, parce que le taux de criminalité entre Johannesburg et Londres, je veux dire, le chiffre, il te dit rien, il t'amène aucune information. Évidemment qu'il est très haut à Johannesburg, peut-être moyennement bas à Londres, très bas à Genève ou à Zurich. Donc nous, on n'a pas voulu faire ça, on a plutôt voulu regarder de quelle façon chacune de ces villes pouvait nous dire des choses. Et comment, c'est pas du comparatif, mais plutôt de quelle façon on pouvait apprendre un peu learning from, comme dirait l'autre, de chacune des villes, et de quelle façon chacune des villes peut nous donner une information pour parler du Grand Paris de l'époque. Donc par exemple, à chaque fois, c'était un peu comme ça, c'était très simple, même si derrière il y a énormément de travail pour fabriquer cette double page qui est issue de la publication que nous avions faite à l'époque. Il y avait juste la tâche urbaine, un grand thème qui ressortait, qui était donc là par exemple pour Singapour, ajustement. Donc ajustement, pourquoi? Parce que, vous voyez cette image ici, vous voyez, c'est le Premier ministre singapourien. Donc Singapour, vous savez, c'est une île, c'est quasiment une ville, c'est un État, c'est une ville globale, c'est un port, c'est un hub aéroportuaire, etc. Et donc le Premier ministre, parce que c'est un régime plutôt de Premier ministre, chaque année, enfin à la fête nationale, il passe à la télé, mais comme ça, il met des fois une chemise rose, un peu comme Julien, il s'habille un peu, il met une chemise rose, des fois une chemise violette. Et il explique chaque année un peu quelles sont les transformations en cours, et il ajuste, il explique à la population de quelle façon il ajuste le plan stratégique de la ville. Un peu comme chez nous, nos schémas directeurs, ou nos master plans, etc. Donc chaque année, le master plan est ajusté, chaque année, et il est présenté à la télévision, mais comme un talk show, quoi, comme un truc de téloche, comme une émission. Et donc ça, c'était intéressant, parce que quand on faisait le Grand Paris, donc c'était 2008 ou 2009, le dernier schéma directeur datait de 1994. Pour calculer, ça fait 15 ans, 14 ans. Donc ça veut dire qu'à un moment donné,
c'était intéressant de montrer Singapour pour voir de quelle façon d'autres territoires. Alors évidemment, Singapour est plus assujetti aux courbes qui bougent. Si le nickel il monte, il plonge. Si le métal il monte, c'est-à-dire qu'ils sont plus sensibles un peu aux évolutions, notamment du CAC 40, de la bourse, du prix du pétrole, etc. Mais du coup, ils inventent quasiment une sorte de planification un peu en temps réel. C'est-à-dire, c'est presque on planifie, le plan il change en Lagos, mais ça vous connaissez, ou si vous connaissez pas, il faut connaître. C'est tout ce travail qu'a fait Ram Koolhaas à l'époque, un très beau film que vous pouvez trouver, qui parle un peu de cette ville. Et là, on a parlé de macrocosme, on parlait plutôt de l'espace public, un peu de... Notamment, il raconte dans ce film comment Lagos, c'est le Nigeria, hein, c'est une ancienne colonie anglaise qui a été, quand les Anglais sont partis, ils ont laissé la moitié des infrastructures un peu dans l'incomplétude, et notamment un très grand échangeur qui est devenu un des plus grands marchés d'Afrique, parce qu'il n'est pas fini. Donc, tu peux passer en voiture, mais tu n'as pas tous les échanges. Et c'est un des plus grands marchés, et c'est un peu, je ne sais pas comment on avait écrit, mais c'est go slow market, c'est-à-dire que c'est toujours embouteillé, et en fait, tu peux presque faire tes courses dans l'embouteillage. C'est pas pour dire que c'est un modèle, c'est pas un modèle, hein, évidemment, mais pour parler aussi de ces conditions qui existent, où l'espace public devient tellement de l'ordre de l'existence, c'est-à-dire de la subsistance. Et je pense que c'est important, même quand on travaille sur le Grand Paris, de poser ce type de questions, et qu'on n'est pas juste dans le confort. Je veux dire, à un moment donné, c'est un modèle qui, pour nous, était intéressant. Un autre modèle intéressant, par exemple, c'est Munich. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout ça. Ça, c'est la tâche urbaine de Munich, années 50, 70, 80 et à peu près 2000. Donc 50 ans. Donc si vous clignez l'œil un peu, si vous n'avez pas de lunettes, vous enlevez vos lunettes, vous allez voir la tâche urbaine, elle a presque pas bougé. Presque pas. Mais en réalité, entre 1950 et 1998, je crois que c'est la dernière carte, la population a doublé. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est juste pour montrer qu'à un moment donné, quand, je sais pas, vous l'avez tous entendu, hein, construire la ville sur la ville, bah c'est possible, parce que Munich l'a fait, mais depuis les années 50, hein, c'est pas la révolution, hein, qu'il y a des Allemands, ils sont peut-être plus rigoureux, mais ils l'ont fait. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une manière, il y a des méthodes, il y a des villes qui réussissent, et là j'ai pas la carte, mais on l'avait fait pour Paris, enfin la région parisienne, entre les années 50 et les années 2000, la surface était multipliée par 5. Donc ça veut dire qu'il y a des modèles, on est à quelques centaines de kilomètres de Munich, c'est pas une culture totalement voilà, lointaine de nous, c'est pas... Et ben à 500 bornes ou 800 bornes, un peu au moins d'un millier de kilomètres de différence, il y a un modèle urbain qui s'exprime, il y a un autre modèle urbain. Donc on peut apprendre d'une ville comme Munich, au-delà du football, hein, parce que vous aimez tous l'OM, hein, j'espère. Au-delà du football, Munich, il y a aussi l'idée de la croissance raisonnée. Ou Londres, l'idée de le Grand Londres, parce qu'on parlait du Grand Paris, parce que vous connaissez tous Paris. Paris est enfermé par un périphérique, par une sorte d'autoroute, et c'est vrai que dès que tu passes l'autoroute, on passe à un espace qui est autre, entre guillemets, et c'est vrai que Londres, par exemple, n'a pas ce problème, et on déployait ou déclamait un peu cette idée du Grand Londres, et cette idée de plein de centralité autour de la centralité londonienne, depuis pas mal de temps. Ou Tokyo, j'en ai déjà un petit peu parlé, là vous voyez bien, quand vous voyez cette image, on voit bien que c'est une ville un peu sans extérieur, tu vois presque juste un magma un peu construit, mais ce qui est beau à Tokyo, pour en avoir fait l'expérience plusieurs fois, c'est un peu cette expérience d'être quasiment tous les transports, ou pas tous, mais une grosse partie du réseau de métro est un réseau suspendu, comme vous le voyez là sur l'image. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de rapport à la ville qui est assez charnel, un peu direct, comme ça, un peu immédiat, une sorte de rapport physique avec la matière urbaine. Et en même temps, Tokyo, elle a cette hybridité, c'est-à-dire par exemple, si vous allez à Shinjuku ou Shibuya, qui sont les deux plus grandes gares japonaises, qui sont aussi les deux plus grandes gares du monde, si vous sortez à Shibuya, c'est l'image que vous connaissez tous avec les passages piétons qui se croisent dans tous les sens. Et ben, quand vous sortez de Shibuya, il y a des millions, enfin peut-être pas des millions, mais des dizaines de milliers de gens qui sont en même temps que vous. Vous traversez dans tous les sens, personne vous touche, vous touchez personne, alors que c'est crowded
au vrai sens du terme, et puis vous marchez 6 minutes à pied, et vous êtes dans un tissu totalement horizontal, de petites maisons, vous pouvez visiter une maison de Sejima, je sais pas qui, et petits cafés, etc. Donc ça veut dire que c'est une ville qui sait absorber ou qui sait dessiner des différences un peu dans des métriques relativement resserrées. Et ça, par exemple, nous en Europe, et spécifiquement en France, on a du mal. On nous pousse toujours à homogénéiser, on dit ouais, il n'y a pas de centre. Alors qu'en réalité, une ville, elle peut être comme ça, et on peut naviguer un peu entre des échelles extrêmement domestiques à des échelles totalement métropolitaines, mais voilà, dans un laps de temps à pied ou à vélo qui est, enfin vraiment, je ne mens pas, c'est 5 minutes, quoi. C'est comme si vous sortiez de la gare des Halles de Paris et 5 minutes à pied, vous êtes dans un tissu quasi pavillonnaire à 5 minutes. Donc ça, c'est impensable. Donc ça, je trouve ça intéressant que ça puisse exister parce que c'est exactement ce qui pourrait se passer dans cette ville diffuse dont j'ai parlé tout à l'heure, cette ville. Donc ça veut dire qu'à des moments, ces villes, ces 3 modèles que j'ai montrés, ils peuvent s'imbriquer et dessiner une sorte de ville un peu bizarre, un peu étrange, mais probablement qu'aucun manuel pseudo-sérieux d'urbanisme ne saurait décrire, mais en réalité qui serait peut-être extrêmement intéressante et qui arriverait à combiner des modes de vie, des attentes, des désirs de beaucoup de gens. Donc ça, c'était un peu là. Je suis trop long, hein. Vous êtes prêts jusqu'à minuit, c'est bon? Oh, mais toi, tu fais des SMS pour ça, non? Ah, tu notes, c'est bien. Donc ça, c'était une face un peu de la recherche, mais qui était, voilà, enfin, je pourrais en parler des heures, parce que si je passe les 19 billes, là, je simplifie, hein. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment, c'est juste pour vous apprendre, parce qu'il y a pas mal d'étudiants à faire des atlas. Quand vous avez une question qui vous est posée, la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre la question, puis de commencer à comparer les choses, à faire des atlas, et à poser les choses les unes à côté des autres, sans préjugés, sans dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est nul. Tout est bien. Tout peut être bien. Peut-être tout n'est pas bien, mais tout en tout cas peut être bien, le potentiel d'être intéressant. Donc voilà, donc on a fait un peu cet atlas des métropoles, et finalement elles nous ont appris énormément de choses. Donc déjà, c'est beaucoup de culture, parce qu'à la fin, tu sors de là, tu sais, il y a un max de choses. Et en vis-à-vis de ça, on a travaillé que sur des situations qui sont un peu, donc des situations un peu de stimulation de tissus un peu franciliens. Je vais pas dire parisiens, parce que c'est francilien. Donc là, donc à l'époque, voilà, on était une quinzaine et on faisait plein de petites maquettes en mousse grise, et chaque situation ne sont que des maquettes en mousse, que vous voyez là. Bon, de temps en temps, on mettait du rouge, je me rappelle plus pourquoi. Probablement, il y avait une raison particulière, mais qui racontait un peu des nouvelles formes ou des nouveaux agencements, un peu de choses. De quelle façon on peut réarticuler un quartier parisien avec autre chose, un tissu avec autre chose, etc., etc. Bon, j'ai pas rentré dans le détail parce que tout ça n'était logiquement qu'une introduction. Comment? Non, mais par exemple, celle-là, c'était pour montrer que même dans Paris, on pouvait inventer de nouvelles formes d'organisation de l'espace. Et à l'époque, on a beaucoup travaillé avec le métro, en se disant que le métro, qui adresse quand même, vous le savez tous, hein, le réseau de métro à Paris, c'est le réseau le plus dense du monde. C'est-à-dire qu'il y a une station quasiment tous les 500 ou 600 mètres. Il y a des zones qui sont un peu moins denses, mais et qu'en même temps, ce réseau, il est totalement invisible, et qu'il ne crée pas de connexion avec la ville. Et à l'époque, nous, on se disait, on pourrait, maintenant qu'il n'y a plus de place dans Paris, on commence un peu à créer des connexions par le bas qui ressortent, etc. Donc c'est un peu toutes ces situations, elles parlent de ça. Donc vous voyez que quelques années après, il y a plein de gens, des gens même éminents, parlaient d'urbanisme souterrain, il y a eu réinventer les sous-sols de Paris, etc., etc. Donc en réalité, quand on posait toutes ces hypothèses, ce qui s'est passé derrière, c'est exactement les hypothèses qu'on a posées. Il y a eu les inventer Paris, inventer les sous-sols, toutes ces choses-là, elles se sont passées il y a 2 ans ou 3 ans. Hein. Et donc à la fin, on a fait juste ce document, qui est un document un peu abstrait, mais qu'on n'appelait pas un plan, mais qu'on appelait un poster. Un peu comme le poster quand lui, quand il était petit, il achetait Nous Deux et il collait le poster de Nous Deux dans sa chambre. Et c'était presque l'élément le plus important pour lui. Non, mais c'était un poster. Quand je dis poster, ça veut dire que c'est plutôt un document qui montre un peu de quelle façon. Donc, ce qui est montré dans ce poster,
c'est évidemment la Seine, hein, parce que c'était un élément important, c'était la géographie. Vous voyez en bleu, peut-être, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais tout le réseau de métro qui dessine un plan invisible, mais qui peut-être, probablement, est peut-être plus aussi important que le plan des voies haussmanniennes, parce qu'on connaît toujours Paris avec la composition des grandes places, la République, la Nation, Bastille, les grands boulevards, et voilà tout le produit ou d'Haussmann. Mais personne ne parle du réseau de métro, parce que c'est pas parce que c'est les ingénieurs qui l'ont dessiné qui n'a pas de valeur, mais en réalité, aujourd'hui, dans les pratiques et usages de la ville parisienne, de la vie parisienne, de la majorité des Parisiens, c'est quand même, les jeunes, par exemple, ils te disent prends la bleue. Moi, j'ai jamais dit prends la bleue. Moi, je dis prends la 3. Ils disent prends la bleue. Je dis quelle bleue? Bon, voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est les jeunes, ils parlent plutôt en couleur. Et donc, on voit le métro et on voit en axonométrie un peu éclatée toutes ces situations parisiennes qui, pour nous, étaient à chaque fois un peu symptomatiques, un peu de problématiques. Donc, il y avait la situation, par exemple, il y avait des situations comme celle-ci qui parlaient du logement de masse, parce que c'est interdit de parler de logement de masse aujourd'hui. Parce que la densité, c'est un gros mot. Aujourd'hui, si tu dis devant un élu densité, tu dis intensité, il faut trouver des mots plus... sauf que le logement de masse, on en a besoin. Je veux dire, c'est la crise. À l'époque, en région Île-de-France, j'ai plus les chiffres en tête, mais il fallait construire, je sais plus, 90 000 logements par an pendant 15 ans pour résorber la crise du logement. On n'en construisait que 30 000. C'est-à-dire qu'on avait un déficit par an qui s'accumulait de 60 000 logements par an. Donc je veux dire, à un moment donné, poser la question du logement de masse, on peut se la poser. Et après on peut se dire comment on le fait. Comment on le fait bien, comment on ne va pas le faire comme on l'a fait dans les années 50 ou 60. Donc on avait aussi posé ce type de questions, parce qu'elle nous semblait cruciale, et alors que notre société, toutes les questions un peu dures, un peu méchantes, notre société, elle met le tapis dessus, elle dit non, on ne peut pas en parler parce que j'ai perdu mes élections, etc., etc. Bon, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans toutes les questions, mais c'est juste pour vous montrer un peu une méthode qui n'est pas une méthode classique, hein, en réalité, parce que nous, on était jeunes, mais quand on présentait ça au Conseil économique et social dans le bâtiment de Perret, perché sur un truc en bois, on flippait, parce qu'on ne disait pas des trucs que les gens étaient prêts à entendre. Bon, on l'a fait quand même. Les gens ils disent, oui, c'est qui ceux-là, les petits jeunes? Oui, du spa, c'est les petits jeunes, ils sont un peu fumeux. Mais peu importe, mais je pense qu'on a gagné à avoir raison 10 ans après. Mais donc, il faut pas avoir peur d'avoir raison un peu plus tôt, en étant un peu radical, en étant un peu sharp, un peu sur un certain nombre de questions. Ça, c'est un autre projet, mais c'est pareil, hein, c'est un projet, c'est ça, c'est cette usine. Donc là, on est à Lille, donc on est un peu dans le tissu diffus que j'ai montré tout à l'heure, à la frontière sud de ce tissu diffus, donc à Lille, ancienne usine sidérurgique, qui s'appelle Fives, Caille, Babcock, donc une usine assez historique dans laquelle on a, par exemple, fabriqué toute la charpente métallique du musée d'Orsay. On a fait une grosse partie des pièces du tunnel sous la Manche, tous les cylindres qu'ils emboîtaient qui passaient sous la mer, tout le métro. Enfin voilà, c'était une usine qui fabriquait des pièces relativement importantes pour l'industrie et pour des grands projets infrastructuraux en France et ailleurs dans le monde. Donc c'est une grande usine de 17 hectares, c'est un site de 17 hectares qui est posé comme une sorte de monstre, comme une sorte de monument industriel au milieu d'une mer un peu de logements ouvriers. Donc les logements ouvriers, c'est plutôt des maisons qui font 3 ou 4 mètres de large, R+1, qui sont plutôt le fruit de l'usine. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt l'usine qui a fabriqué tous ces tissus, parce que comme elle est très très ancienne, elle a créé tout un quartier autour d'elle. Donc Fives, Caille, Babcock ferme, la métropole de Lille achète ce grand tènement de 16 ou 20 hectares, enfin, je ne sais plus, mais un petit peu moins de 20 hectares, et lance un concours où ils invitent plein de gens, où on est invité. Et voilà, juste pour Lille, c'est ça, donc juste pour ceux qui ont des... Euralille, c'est là. La gare de Flandre, la gare centrale, la nouvelle gare, elle est là avec Euralille. Le Congrès Expo de Colas est là.
Donc c'est juste de l'autre côté du périph', une sorte de voirie un peu qui fait le tour. Donc c'est dans les faubourgs un peu lillois, plutôt liés à l'industrie. Et donc vous voyez l'usine en rose. Et ça, c'est des photos. Toutes ces photos, c'est des photos qu'on a prises le jour, c'est quand on est invité au concours, le client t'invite pour une visite de site. Donc on est content parce qu'on dit ouais, on est pris pour un concours et tout. On y va, on prend tous nos appareils photos et on bombarde. Donc ça, c'est des photos qu'on avait prises et c'est vrai que, enfin bon là, elles sont un peu petites, mais l'espace où les bonjour Arnaud. En tout cas, les volumes ou les spatialités qui se dégageaient de ces usines, de ces grandes halles, étaient mais juste incroyables, incroyables. Et donc nous, et je me rappelle, ce concours, on l'a fait avec Pascal Cribier, donc qui est décédé depuis malheureusement, mais qui était un éminent paysagiste, se disait jardinier, mais donc, je me rappelle, on était avec lui, avec Caroline, lui et puis d'autres de l'équipe. Et il a dit tout de suite, il a dit, touche à rien. L'autre le regarde, il dit, attends, tu déconnes, quoi. La première fois qu'on est invité pour un concours comme ça, on va pas rien faire, hein. Faut qu'on fasse quelque chose. Mais il dit, putain, mais regarde. Mais c'est vrai, on était tous un peu éblouis, un peu par des sortes de monuments. Il y avait des halles qui montaient à 35 mètres, d'autres à 12, d'autres qui étaient là, d'autres qui étaient fines. Parce qu'en réalité, l'usine, elle construisait à chaque fois une halle pour la pièce qu'elle construisait. Donc des fois, ils faisaient des pièces énormes. Donc ils construisaient presque le bâtiment qui pouvait contenir cette pièce énorme et dans lequel ils pouvaient construire, fabriquer. Vous avez vu, l'usine est évidemment connectée au fer, donc ensuite tout ça a été chargé sur des trains de marchandises et puis ça partait où ça partait. Et donc je me rappelle très bien, on discutait avec Pascal et il m'a dit on va transformer l'usine sidérurgique en usine des eaux. Bon. Voilà. Mais quand même, c'est-à-dire que en réalité, cette première visite, elle était, je pense, un peu marquante pour nous. Et donc ça, c'est 2005, je crois, le concours. Donc il y a 16 ans. Hein. Donc nous, à l'époque, on dit la démolition n'est pas un préalable. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder l'usine et de voir de quelle façon on peut faire le projet, parce qu'il y avait un programme, 1200 logements, un lycée hôtelier, une école, une crèche, un peu banal, hein, sauf le lycée hôtelier qui n'était pas banal, mais une sorte de zacounette, quoi, une petite zac de quartier. Et eux, au début, ce qu'ils voulaient, c'était, franchement, c'était un peu la zac. Ils voulaient qu'on garde les deux halles historiques, parce qu'il y en a deux sortes historiques, qu'on met tout par terre, et après on avait un beau terrain bien propre, et puis on dessine une petite zac, etc. Donc nous, on a un peu refusé de faire ça. On a dit cette phrase. Donc là, vous voyez, hein, le skyline que ça dessine. Et nous, à l'époque, on avait dit oui, mais il y a des terrains périphériques. Donc là, ils ont été gagnés par la nature, mais qui étaient des lieux de stockage, des lieux de parking, ça qui était autour. Donc nous, on a dit on va plutôt compacter la partie logement un peu sur les terrains qui sont autour. Et puis on va garder le quadrilatère qui est là, que vous voyez, de halles. On l'appelait déjà matière vivante. On disait ça, il faut que ce soit la matière vivante. On ne sait pas très bien ce qui va s'y passer, mais il peut s'y passer plein de choses. On avait fait quand même quelques propositions, donc ça c'est la maquette presque pendant le concours, hein, ou juste après. Quand on le gagne, on nous demande de faire une maquette. Vous voyez donc tout le skyline un peu de halles qui est préservé, qu'on construit plutôt des logements là et puis de l'autre côté, et puis on crée plutôt des transparences, et notamment on crée un passage public, une sorte de passage couvert. Et je me rappelle à l'époque, on avait fait toute une étude, encore un atlas de tous les passages couverts européens. Tu vois, du passage Goum jusqu'à la galerie Emmanuel II à Milan, un truc énorme, jusqu'au petit passage parisien, la galerie Pommeret à Nantes, etc., etc., pour montrer que c'était quand même culturellement occidental, un peu cette idée d'avoir des grandes serres qui connectent des choses, dans lesquelles il peut y avoir des magasins. Donc, je sais pas, vous avez tous lu Baudelaire, le spleen, voilà, c'est toute cette époque qui était incroyable, mais qui aujourd'hui... bon voilà, donc et après on a fait, voilà, on gardait l'usine, et puis on avait fait cette maquette. Donc ça c'était une autre maquette qu'on avait. Celle-là c'est plutôt celle pendant le concours. Donc, on voit, pendant le concours, non, mais parce que je mens un peu, pendant le concours on gardait les halles, mais on mettait des logements au-dessus. Mais Lille, donc Martine Aubry est maire, donc on a gagné, il nous a dit ok, mais pas de logement dans les halles. Parce qu'elle voulait garantir le fait que les logements aient de la qualité. Je pense qu'ils auraient pu avoir de la qualité dans les halles, mais là-dessus on l'a un peu écouté.
par exemple, là, c'était l'énorme halle, donc on disait, et à l'époque, qui s'appelait la halle, comment elle s'appelle? Je sais plus, Saint-Louis, donc qui était la halle peut-être la plus importante. On proposait de faire un hôtel industriel, donc il n'y avait pas de voiture. Toutes les halles, on ne mettait que des parkings silos à l'intérieur. Donc ça veut dire que tout d'un coup, le fait de garder apportait des solutions radicalement innovantes en matière d'usage, de fabrique de la ville, etc., etc. Bon, après, je vous dis ça, ça a l'air simple, mais c'est pas simple. Hein. C'était une guerre, guerre de tranchées pendant 10 ans avec la communauté urbaine qui est devenue métropole de Lille, avec la mairie, pas les élus, parce que Martine Aubray elle supportait ce projet, mais tous les chefs de service, les techniciens, ils disaient mais non, vous cassez tout ça, vous... Bon, donc c'est une guerre qu'on a menée. Donc aujourd'hui, nous, on a, voilà, donc 2005, on est sorti du projet en 2019, je crois, il y a 2 ans, ou 2018, je sais plus. Donc on y a passé 15 ans. 15 ans, on n'a fait que la première phase. Donc la première phase, c'est à peu près ce que vous voyez ici dans ce document. Donc le lycée hôtelier, il se met là, donc il récupère des halles. Évidemment, il est trop, il fait venir la lumière. Quand on disait garder, évidemment, après des moments, il faut un peu couper, un peu manipuler un peu cette matière. Il y a le passage couvert qui est le long du lycée hôtelier. Il y a une grande halle gastronomique qui va se positionner de l'autre côté du lycée hôtelier, qui en construction elle a été un peu freinée par le Covid. Évidemment, personne ne voulait investir, tous les mecs qui voulaient investir, ils se sont un peu retirés. Peut-être vous connaissez ces gaufres de ce célèbre pâtissier lillois qui s'appelle Maire, un peu de luxe, qui avait toute son usine de production qui était dans le Vieux-Lille, qui a décidé de venir se mettre là, en disant je veux un lieu de production très grand, avec une vraie boutique de démonstration, un micro-musée qui monte, parce qu'il est historique, il est ancien. Donc ça veut dire que tout d'un coup, cette usine, qui était une usine sidérurgique, petit à petit, on l'a acheminée vers un quartier que nous, on défend un peu ces quartiers, un peu les quartiers productifs, en disant que c'est des quartiers qui savent mêler du logement, des équipements, des espaces publics, et surtout des lieux de production, des lieux où on produit, où ça crée de l'emploi, où il y a un peu des cols bleus, des cols blancs, il y a tout le monde qui peut cohabiter. Bah, c'est en train d'arriver. Donc, encore une fois, voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, on était seuls et contre tous. On a eu la chance d'avoir une élue qui était la maire qui a trouvé qu'il y avait quelque chose, qui a dit je les prends, mais après on avait quasiment tout le monde contre nous. Donc on l'a emmené en première phase. Bon là après je montre des documents un peu plus basiques qui montrent de quelle manière, en réutilisant toutes ces cours industriels, on arrivait à se raccrocher au territoire, à retrouver des prolongations un peu des rues, c'est-à-dire que l'usine n'était plus un bouchon, parce qu'elle était fermée évidemment, c'était des murs, et qu'elle devenait plutôt un lieu de porosité, un lieu de traversée entre les différents faubourgs. Et je l'ai déjà dit, il y a une seule voie qui le traverse en voiture, tout le reste est piéton. C'est-à-dire que déjà en 2005, on disait on fait un quartier piéton, et puis sur cette voie étaient branchés tous les parkings silos, et tout le reste c'est piéton, et c'est transformé. Et donc ça donne, ça c'est des images de Simon. Non mais c'est des images un peu, mais qui montrent l'image, pas tant pour montrer l'image, mais pour montrer un peu la spatialité improbable que tu peux développer dès lors que tu préserves ou que tu transformes quelque chose. Aujourd'hui, si on avait dû faire une ZAC, c'est impossible dans une ZAC aujourd'hui de dessiner une rue ou un passage qui fait 5 mètres à côté d'un bâtiment qui fait 25 mètres, parce que tout le monde va dire mais ça va pas, non, il n'y a pas de lumière, mais ça va pas, t'es fou, c'est interdit, il y a le PLU, il y a les règles, etc. Donc le fait de transformer te permet presque de créer des choses étranges qu'on aime bien. Je sais pas, quand on va à Venise, quand on va à Rome, quand on va à Sao Paulo, quand on va à Rio, c'est ces accidents un peu urbains on aime bien les choses planifiées, on aime bien brésilien, mais on peut aimer aussi le côté biscornu de je sais pas quoi, de je ne sais quelle ville. Bon voilà. Et là c'est inversement, on est plutôt dans des transparences perpendiculaires aux différentes halles. Et après voilà, donc je reviens un peu à notre ami Pascal. Et à la fin, au début on l'a écouté, mais à la fin c'est revenu un peu cette idée de usine des eaux, parce qu'évidemment dès lors que on gardait un peu ces toits,
Donc ces toits, c'était à peu près 60% du périmètre, hein, c'était 10 hectares de toit. Donc on s'est dit, on a 8 hectares, hein, c'est comme si on avait un parapluie de 8 hectares, de 80 000 mètres carrés. Donc à la fin, on a fait juste un calcul bête et méchant, et on s'est dit, pluviométrie à Lille, je sais pas, on a trouvé, je sais pas combien, j'ai oublié, mais beaucoup de litres d'eau qu'on pouvait stocker. Et je me rappelle, à l'époque, dans les faubourgs, la métropole de Lille était en train de construire un réservoir d'eau sous la chaussée, mais un truc de monstrueux. Ça, il faisait un trou mais énorme, et tout ça pour récupérer et récolter tous les eaux de pluie et les stocker. Donc nous, on a dit, on va pas faire ça. On va pas faire ça, donc c'est ce dessin. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a calculé tout ça. On a dit que toute l'eau qui arrivait sur tous les toits était partagée pour l'ensemble du quartier, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui dans toutes les fiches de l'eau de ZAC. On te dit, ton bâtiment doit tout négocier tout seul. Là. Il doit choper son eau, la gérer, la mettre en bas, la filtrer avec un taux de je sais pas quoi, etc. etc. Je veux dire, aujourd'hui, tout est égoïste dans la ville que l'on fabrique. Tout. C'est-à-dire que chacun doit se gérer soi-même. On pourrait dire que c'est bien, parce que c'est de l'auto-organisation, mais sauf que c'est de l'égoïsme, parce qu'on n'est plus en capacité de partager des infrastructures. C'est-à-dire que notre monde contemporain est tellement intelligent qu'il est devenu incapable de créer des infrastructures de partage, ce qu'on savait faire dans les années 50. Dans les années 50, il y avait un parking énorme, et puis après, il y a des bâtiments, et tout le monde le partageait, et que, ok, ça pose un peu des questions de gestion. Donc ça, c'est pareil, ça a été une guerre, parce que les services assainissement, c'était la métropole, les services espace vert, c'était la ville, ou je sais plus, il y avait une sorte de truc de compétence qui faisait que tout d'un coup, c'était pas jouable. Donc ça, c'est pareil, ça a été une guerre longue, mais en tout cas, on récupérait tous les eaux, on a construit, l'idée c'était de construire des grands réservoirs où on stockait cette eau, et ensuite cette eau allait irriguer dans des goulettes, comme ça, en aluminium, qui dessinait des jardins d'eau, et donc la phrase de Pascal Cribier qu'il avait dite le jour de la visite, c'est devenu une sorte de réalité, c'est-à-dire que c'est devenu une usine d'eau, on chope l'eau, on la stocke, et elle irrigue, et que ça devient un peu des jardins d'eau. Voilà, ça c'est la réserve, donc ça peut devenir aussi un bel objet, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un truc sous la terre, voilà. Donc ça a été dessiné par Caruso Saint John, c'est lui qui a gagné le lycée hôtelier, et comme c'était accroché, que c'était plus facile, on lui a demandé aussi de construire la première goulette. Et ce qui est intéressant, donc voilà, ça, des images de la goulette, donc ça vient d'être livré, donc c'est pas, là c'est un peu le paysage, il n'est pas totalement constitué, etc. On en a quelques-unes, avec un immeuble un peu à l'arrêt de Bruteur à côté. On voit toujours cette goulette. Donc l'idée, ce qu'il faut imaginer, c'est que demain, tout ça va prendre et que tout d'un coup, il y a des vrais corridors de fraîcheur, mais avec de l'eau qui est toujours un peu en... Voilà, l'eau, elle est circulaire, quoi. Là, les deux halles historiques. Ça, c'est le lycée. Donc là, c'est la façon dont Caruso a réutilisé les halles. Et puis là, c'est presque le lobby un peu du lycée hôtelier. Là, vous voyez le passage couvert, avec le gymnase. Puis après, ce que j'aime bien, là, vous voyez, là, voilà, la réserve, elle est là. Et en fait, les tuyaux rouges, là, eh ben, c'est tout le système de récupération des eaux qui est pris sur les toits. Puis après, il y a un gros tuyau rouge là, qui est là, qui se déverse dans la gros truc. Et puis après, il y a d'autres tuyaux qui vont dans les petites goulettes. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, un projet urbain, ça peut être juste un projet d'espace public. Donc, c'est encore un peu Noli, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui, à la fin, a structuré l'ensemble du quartier. Et après, évidemment, il y avait des hauteurs. Après, évidemment, on a calculé la densité. Mais c'est presque pas le sujet. Alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens, ils seraient en train de se battre avec des images plus en briques, un peu comme ci, comme ça. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est finalement comment on a transformé cette usine, comment en la gardant, ça a ouvert un peu des univers de possibilités qui sont devenus, qui étaient inconnus au début et qui se sont révélés intéressants. L'État, non? Mon téléphone. Quelqu'un m'a volé mon téléphone. Ah, lui, il bouge.
Non, ça c'est... Non, je vais aller un peu plus vite parce que j'ai plein d'autres projets, mais je vais aller un peu... Ça c'est un concours qu'on vient de gagner, donc il n'y a pas beaucoup d'images, mais qui est la Tour des Poissonniers. Donc la Tour des Poissonniers, c'est un bâtiment de Lopez. C'est lui, Lopez. Qui à l'époque, dans les années 60, construisait beaucoup de... Donc je sais pas, Anne et Jean-Philippe sont venus il n'y a pas si longtemps, ils vous ont peut-être montré la tour Bois-le-Prêtre à Paris, qui est sur le périphérique. Donc c'est une tour de Lopez, donc c'est la même, un peu plus petite, avec le même client, même propriétaire, Paris Habitat, donc un bailleur social, qui demande presque un deuxième projet post la Caton-Vassal, comment on transforme cette tour qui est au bord du périph'. Et à l'époque, notre ami Lopez, il tartinait le long du périph', il voulait en mettre... Bon, là, c'était l'époque. Hein. Donc, c'est celle-là. Donc, évidemment, vous imaginez, elle a été réhabilitée, mal réhabilitée il y a quelques années. Donc, elle est au bord du périph', donc elle a une situation un peu extrême. Comme ça, au nord de Paris, porte des Poissonniers, qui est une porte juste à côté de la porte de la Chapelle. Construction typiquement la même que Bois-le-Prêtre, avec des niveaux décalés. Voilà, et refend. Plutôt élégante comme tour. C'est ça, c'est ce qu'elle était avant d'être réhabilitée. Elle, c'est pas elle, mais c'est la même qui est à Berlin, parce qu'à Berlin, ils l'ont pas touchée, elle est comme ça, encore. Donc c'est très beau. En France, on les a toutes... voilà. Voilà. Celle-là qui est à Berlin, je crois. Et donc, le programme, c'était quoi? Le programme, c'était plutôt de réfléchir à de transformer une sorte de tour de logement, mais avec quasiment que des T2 et des T3 de souvenirs, un peu génériques. Hein. Alors, plutôt un ensemble de logements pour les étudiants, avec une programmation relativement innovante, avec évidemment des studios, mais aussi des T2, des T3, des lieux du co-living, des lieux partagés, des espaces communs. Donc ils veulent expérimenter un peu cette idée de comment on peut vivre autrement, un peu dans un bâtiment et en collectif, avec des étudiants. Et en pied de tour, il y a l'idée d'un équipement plutôt musical, qui est lié à l'université de la Sorbonne, au département de musicologie. Donc, ils sont toute une série de salles de répète, piano, tout ça. Donc, ils sont liés à l'université ou dans lesquelles il peut y avoir quelques petites représentations. Donc, ça, c'est un peu l'image. C'était un peu une sorte de dialogue compétitif. C'était pas un vrai concours. Donc, ça, c'est notre perspective. Donc, c'était un peu. On essayait de retrouver un peu l'élégance de la tour. On essayait de retrouver un peu de quelle façon un peu ces trois pieds ou ces trois murs là refends venaient un peu rencontrer le sol. Et en réalité, ce qu'on a fait pour faire ça, pour retrouver le sol, parce qu'évidemment, derrière leur idée, c'était de construire un équipement au bord de la rue, en façade, une sorte de serre ou d'objet un peu sympathique au bord de la rue, et puis la tour derrière, un peu réhabilitée. Donc on n'a pas voulu faire ça, on voulait plutôt que la tour retrouve un peu son élégance et la façon dont elle se fiche, comme dirait Catherine Mosba. Donc c'est un concours qu'on fait avec Catherine Mosba, paysagiste, et Fagard et Fontana, qui sont architectes associés, David Fagard et Lynn Fontana, et puis d'autres, et une équipe. Et donc, on a plutôt créé un jardin en creux. On a creusé, parce qu'il y a -1. Et puis, tout l'équipement musical vient se ficher plutôt dans le sous-sol. Évidemment, il émerge un peu, avec une architecture plutôt, vous avez vu, un peu circulaire. On verra. Là, j'ai plein d'images, mais je vais vite. Hein. Donc, évidemment, là aussi, il y a la question de la transformation. Hein. De quelle façon on hérite d'une architecture des années 70, même si elle a été modifiée d'une certaine façon, cassée, mais de quelle façon on peut la récupérer. Ensuite, il y a la question de la programmation, de quelle façon on avait une sorte de programme. Et puis, il y avait la question un peu des communs, des usages, ou de quelle façon on peut organiser un peu cette communauté, de quelle façon on peut trouver les moyens de dessiner. Donc je vais les passer un par un, mais très vite. Ça, c'est un peu l'existant. Donc c'est bourré d'escaliers, demi-niveaux, etc. Donc ça, c'est avant, après. C'est très clair, ça. Vous voyez rien? Ouais, bon, c'est pas grave. Si, ça, c'est le plan de sous-sol. Donc ça, c'est l'équipement. Donc ça veut dire qu'il y a, c'est presque un peu la tour, et puis presque c'est un paysage un peu qui porte cette tour, qui vient occuper un peu la terre, quoi.
Et la musique, elle est fichée dans la terre, et après, le reste, c'est un peu basique. Donc là, vous voyez le plan historique, donc c'est un plan très rationnel, hein. Des demi-niveaux avec 2 escaliers qui font passer enfin voilà, il y a un niveau, un autre niveau au même niveau, et puis un demi-niveau au milieu. C'est un peu comme Bois le Prêtre, hein. Donc ça, c'est le plan historique. Ensuite, on l'a un peu bidouillé, donc on a rajouté toutes ces peaux que vous avez vues, un peu orange, bleu clair, et voilà, une sorte de palulos des années 80. Donc ensuite, évidemment, on nous demande, et puis on le fait volontiers, parce qu'il y a le bâtiment à l'intérieur, il n'a pas été beaucoup modifié. Il y a très beau verre armé, il y a des très belles rambades, il y a des vieux chauffages. Donc on a fait tout un travail extrêmement précis de toutes les choses qu'on pouvait réutiliser, qu'on va probablement réutiliser. Quand on le peut pas, on va les donner ou les mettre dans des circuits pour qu'ils puissent être réutilisés par ailleurs, avec l'idée aussi de recycler les parties démolies. Donc la manip, elle est simple, hein. Donc nous, on augmente les plateaux là où il y avait des trous, et puis surtout, on rajoute en fait 4 noyaux de circulation. En fait, pour les pompiers aujourd'hui, ça ne marchait pas, un peu le système tel qu'il était, et puis pour la distribution, 4 noyaux avec 2 escaliers, 2 ascenseurs. Et en fait, en faisant juste cette manipulation, tout devenait, tout fonctionnait, et surtout, on offrait les 4 façades pour du logement. Donc ensuite, étant donné le programme qu'on nous donnait, on était obligé un peu d'étendre le bâtiment. Donc on l'étendait de 0 à 31 mètres au nord et au sud, parce qu'au-dessus de 31 mètres, on n'a pas le droit parce que c'est le PLU. Et après, quand on étendait de 31 à 50 mètres, c'était plutôt des espaces extérieurs. Donc vous verrez, c'est une serre froide d'un côté et un jardin de l'autre côté, et puis des balcons sur l'est et sur l'ouest. Voilà, donc ça dessine des nouvelles façades, le jardin en creux, qui est un peu ce monde, un autre monde, presque en contradiction, en opposition avec cette structure. Donc ça, c'était l'état actuel, et le jardin. Ça, c'est la maquette un peu à l'agence. Donc ils ont montré de quelle façon, avec ces 4 noyaux, tout d'un coup, on redonnait une sorte de nouvelle possibilité de vie, voilà, qu'on voit ici. Voilà, avec les 4 noyaux que vous voyez en noir, un espace central, et je vais rentrer. Bon, voilà. Ça, c'est la première chose, de quelle façon on a joué avec l'héritage pour lui donner une seconde vie. La deuxième question, c'était un peu la capacité des programmes. Bon, voilà, ça, c'est un peu l'organigramme des T2, T3, T18, T collectifs, T trucs. Je veux dire, à un moment donné, ça fabrique plus de surface, il faut pouvoir les agencer. Donc là, c'est pareil, voyons, vous voyez, juste avant, après. Donc avant, il y avait globalement des T2 et des T1, je crois. T2, T3. Les bleus et jaunes, avec au rez-de-chaussée, il y avait des lieux plutôt associatifs, et puis à la fin, on avait un peu plus de mixité avec l'équipement, etc. Donc là, vous voyez toujours le plan. Le jardin, ça c'est le rez-de-chaussée, donc le rez. Et puis après, un peu, bon, voilà, c'est le faisin, je passais vite. Et puis ça dessine un peu cette coupe qui dessine à partir d'un bâtiment dont on pouvait dire, ou dont on pouvait avoir l'impression qu'il était non mutable. Je veux dire, quand on parle de l'architecture moderne, on dit elle est non mutable, c'est que des reformes, mais vous êtes fous. Cassez-moi tout ça, ça sert à rien. On se rend compte qu'en réalité, si on la triture, si on joue, si en face de nous, évidemment, il y a un maître d'ouvrage ambitieux, parce qu'il y a de l'ambition en face de nous, hein, il y a quelque chose d'intéressant qui peut naître. Vous voyez ici, que je vais vous montrer autrement. Donc là, on montre un peu toutes les possibilités, un peu de façon de se loger. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est-à-dire que dans la structure, rien ne bouge, mais on montrait qu'il y aura 2 colocs, je ne sais pas ce qu'il y avait avant, 2 colocs, 4 et 3 lits, une colocation pour 2 studios partagés, 2 T3. Après, dans les parties centrales, c'est à demi-niveau, donc voilà, c'est 4 T1, si on est un peu basique, 4 T1. Un T1 avec une cuisine partagée, où tout d'un coup on peut trouver des transparences, etc., etc. Et après, le troisième thématique, c'est comment on travaille plutôt sur le commun. Qu'est-ce qu'on peut partager un peu dans ce bâtiment. Donc à chaque fois, on avait une sorte d'axonométrie qui expliquait comment on fonctionne. Et donc là, tout ce qui est en rose, c'est tout ce qui est commun. C'est-à-dire que
en même temps, dans un volume qui était donné, on a décliné pas mal de surfaces, qui est une surface partagée, mais vous ne voyez rien en fait. Et donc là, vous voyez l'autre coupe avec que les communs. Donc on a évidemment tout le jardin qui est un commun avec qui peut être partagé, parce qu'on peut descendre au -1 et se balader dans ce jardin qui est presque à l'abri un peu du monde urbain, parce qu'on est à la porte, donc c'est une situation un peu violente. Hein. C'est-à-dire que on est collé au périph'. Hein. Ça c'est le périph'. Hein. Ça c'est le périph'. Donc c'est une situation. Donc moi, on n'a jamais pu imaginer un équipement qui venait se mettre là. Je parle pas du périph', genre dire salut, je fais un équipement de musique, c'est cool, venez. Donc nous on a dit non, il faut qu'il prenne un peu son autonomie, donc il descend un peu au -1, il crée un environnement, c'est un jardin, et ensuite la tour, elle s'élève, etc. Donc là, il y a 3 communs, il y en a même 6. Donc le jardin, donc là en Axono, vous voyez comment il fonctionne, il y a un commun traversant, donc spécial dédicace pour Julien, donc on a fait du sport, donc il y a un espace sportif qui est un espace un peu traversant est-ouest. Il y a un espace plutôt dédié à de la lecture, mais plutôt généreux. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces espaces, ils font, je pense, 150 mètres carrés dans une résidence étudiante, donc c'est pas mal. Un autre espace ici, donc ça, c'est des espaces chauffés, hein, dans lequel en haut, lié au toit, au rooftop, c'est plutôt une grande cuisine, dans lequel on peut faire des bouffes, des déjeuners, des je sais pas quoi. Et après, donc vous voyez en plan comment ils fonctionnent. Donc, en même temps, ces communs, ils ont un rapport avec l'extérieur. Hein. Ils dessinent aussi des connexions, parce que vous allez voir, la situation de la tour, elle est assez belle. Et après, il y a 3 communs extérieurs, donc c'est un peu, tout à l'heure j'ai parlé des extensions jusqu'à 31 mètres, donc on n'avait pas envie qu'elles... On a 3 communs avec une serre froide côté nord, donc là on regarde l'extérieur de Paris, une façade plus jardin productive côté sud, et puis le rooftop qui est au-dessus. Et puis après, il y a toute une série de micro-communs à tous les étages, où quand il n'y a pas de communs, il n'y en a pas évidemment, tous les étages où les gens peuvent se retrouver, faire des choses, etc. Bah voilà, quoi. Donc ça donne ça. Il y a trop d'images. Donc à la fin, voilà, on est dans cette situation enfin, à chaque fois, nous, on n'oublie pas le point de vue un peu de la grande échelle, et en agençant le bâtiment de cette façon-là, de quelle façon il retrouve... oui, mais vous voyez rien. Ok. Peut-être vous voyez mieux. De quelle façon il retrouve une sorte de relation avec le proche et le lointain. Et donc, voilà, là, vous voyez bien le plan de sous-sol. Pas sous-sol, le -1, quoi. C'est des salles, ouais. Et après, évidemment, chacune des façades, donc là c'est la façade sud, ça veut dire qu'on est dans une situation tellement, en même temps elle est extrême, parce qu'on est aux portes de Paris, mais en même temps elle est juste démente. Parce que quand on est au 8e étage, sur la façade plein sud, on a ce panorama. Donc on a Montmartre, on a voilà, tout le tissu parisien à l'horizon. Donc à chaque fois, voilà. Donc là, on a mis un max de logements qui regardent ça, donc les studios, ils ont des grandes fenêtres, et puis ils regardent un peu ce panorama. Façade ouest, c'est aussi pas mal, mais on est plutôt dans le périph', mais voilà, on est à l'ouest. Ça donne ça, donc là c'est demi-niveau. Nord, donc là on regarde plutôt la périphérie, donc on voit la Tour Pleyel, Saint-Denis, Stade de France, la Basilique, Saint-Denis. Ça. Façade est. Puis là, vous voyez un peu le profil, comment tout ça fonctionne. Puis juste d'autres des petits collages. Donc là, c'est la façade ouest. Là, vous voyez tout le truc sportif. Donc, ça veut dire qu'on prend presque un niveau traversant entre l'est et l'ouest, avec un double niveau, 6 mètres, dans lequel on peut peut-être faire du sport, etc. Et puis là, c'est une vue de la fenêtre de l'agence, parce que évidemment, c'est pas mal que de faire un bâtiment et puis de le regarder de chez soi. Parce que déjà, on a fait tout ça, là. Il n'y a pas le bâtiment de... Parce qu'il y a un bâtiment de Julien juste là, mais je l'ai enlevé. Parce que c'est pas une conférence pour Julien. Donc ça... Et puis là, par exemple, la façade plein sud, c'est l'extension où tout d'un coup, là, on est super efficace. Parce qu'à un moment donné, il faut chauner, quoi. Hein. Pour donner beaucoup de communs, c'est
il fallait trouver de l'efficacité par ailleurs. Donc par exemple l'extension sur le sud, qui est la belle façade, donc c'est des grandes baies avec un max de studios, donc tous les studios sur cette façade sud. Donc ça redonne ça. Bah bon, maintenant il faut l'étudier. Hein. On doit déposer le permis en février, donc non, mais il est largement avancé. Je pense qu'il va globalement ressembler à ce que je vous ai montré, si tout se passe bien. Je vais vous montrer, ça je vais sauter parce qu'on n'a plus le temps. C'est tard, non? Alors je vais montrer Zine, parce que c'est un projet qu'on fait depuis un bout de temps, qu'on a fait concours gagné, je sais plus, il y a quelques années avec 51 N4E et Jasper Ayers, qui est aussi une transformation, donc c'est intéressant aussi. Donc on est à Bruxelles. Donc Bruxelles, ça c'est, vous connaissez tous cette image. C'est un peu Bruxelles pendant les années 60-70. Voilà, c'est l'exposition internationale, l'exposition universelle. Donc à cette époque, Bruxelles rêve de devenir une sorte de capitale mondiale. Donc ils commencent à éradiquer des territoires entiers pour construire des tours et des bars et ils construisent notamment ce qu'on appelle le mini Manhattan ou les quartiers nord. La gare du Nord est ici. Là, c'est le début. Et c'est le projet sur lequel on travaille. Là, tout à l'heure, je vous avais montré un concours qu'on a perdu sur ce bâtiment. Et celui-là, on l'a gagné, il va se faire. Et donc, ils ont éradiqué tout un tissu de petites maisons, de faubourgs, pour construire un peu cette cité d'affaires, petite La Défense, etc. Donc, à l'époque, c'était même plus méchant, hein, quand ils voulaient faire ce projet. Ça devait être plutôt une ville à 2 niveaux, avec les piétons, une ville de dalles, avec les piétons suspendus, les autoroutes en bas, donc avec toujours un peu ces Twins Towers, un peu ces doubles tours posées sur un socle. Voilà, ça c'est les images du concours de l'époque, ça s'appelait même WTC, WTC 1, 2, WTC 3, 4, donc voilà. Donc à la fin, c'est aussi le lieu, vous connaissez, hein, vous savez peut-être, hein, mais Bruxelles a été peut-être la ville où il y a eu les premières grosses résistances urbaines à l'urbanisation des années 70. Et le quartier nord a été un lieu emblématique pour ça, parce qu'ils ont justement empêché le projet originel de se faire, et il s'est posé au sol, mais tout de même, c'est resté un peu ces deux twins posés sur un socle, que vous voyez là. Et donc le propriétaire de cette tour, qui s'appelle Befimo, qui était vide pendant très longtemps, parce que obsolescente, parce que basse de plafond, parce que énergivore, parce que toutes les questions que vous connaissez hein, de ces bâtiments des années 70, nous invite, enfin on répond à un appel d'offres avec que 51 N4E, parce qu'il voulait Jasper Ayers, c'était son architecte, mais c'est un peu celui qui fait le chantier, entre guillemets, un peu le pro qui au début il voulait le faire avec lui, mais le Baumister lui dit c'est bien si tu ouvres. Donc on répond avec 51 et on gagne. Et on gagne comment? En disant juste que finalement on garde les deux tours, parce que c'était dit dans la question, l'hypothèse c'était aussi de les tomber et de faire un programme, il fallait produire 120 000 mètres carrés. Donc la majorité des autres projets ils cassaient tout et puis ils faisaient des choses, quoi. Et donc nous on a dit juste qu'il y avait 2 noyaux, parce qu'il y a des noyaux super efficaces. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que la tour pendant ce temps-là était occupée. Et ça, le travail de 51 a beaucoup aidé. Et avec d'autres, ils ont occupé la tour un peu façon Saint-Vincent-de-Paul, etc. Donc il y avait tous les plateaux qui étaient occupés, notamment il y avait leur agence. Nous, quand on a gagné le concours, on avait un plateau énorme, voilà, d'autres agences, des créatifs, des paysagistes. Un plateau qui était donné juste à l'école d'architecture de Ghent, qui faisait un projet sur Bruxelles qui était décentralisé à Bruxelles. Donc c'était une vie un peu incroyable dans cette tour des années 70, dans laquelle il y avait plein de gens qui payaient des loyers un peu modiques, mais qui faisaient vivre un peu cette sorte de machine infernale. Et donc nous à l'époque, on avait dit, il y a 2 noyaux avec 12 ascenseurs chacun, pas mal, et on a dit on les garde, et on garde les tours, et juste on les coupe, et on vient insérer un volume capable que vous voyez là, qui fait 21 mètres de large, presque 100 mètres de long, et qui vient un peu d'une certaine manière, et puis donner un peu d'aisance dans les mètres carrés. Donc on rajoute des mètres carrés, et du coup on prend un peu plus d'aisance, on prend un peu plus de hauteur, et ça marche. Je vais vous montrer mieux. Donc, et puis après, évidemment, tout le rez-de-chaussée, ça devient presque une sorte
voilà, une sorte de rez-de-chaussée très composé, très ouvert sur la ville, donc une serre dans laquelle plein de choses, on est à côté de la gare du Nord, de l'autre côté c'est le canal, de l'autre côté à 10 minutes à pied, ou même pas 8 minutes à pied, il y a le musée Citroën, le futur musée, grand musée d'art, où Beaubourg est impliqué. Donc c'était ça l'idée, c'est de dire on garde les deux tours, il y a les deux noyaux, et on crée le volume capable qui vient se connecter comme ça. Donc voilà, un canal, le musée Citroën est là, gare du Nord. Tour et Taxi, qui est un autre grand projet à Bruxelles. Donc ça veut dire qu'on est dans un territoire un peu de mutation, mais relativement pas mal. Donc voilà, donc les deux Twins, c'est devenu un peu ça. Donc avec des adresses sur chacun des côtés, une grande serre côté gare, du sport et un coworking côté parc. Ici, tout le lobby des bureaux se fait plutôt ici par le volume capable. Etc., etc. Donc voilà, donc là vous voyez un peu de quelle manière, donc là c'est les noyaux existants, comment on vient rajouter ce grand volume capable qui fait donc 22 mètres par 110 mètres, qui fait 5 mètres 20 de hauteur, c'est-à-dire qu'il prend 2 niveaux des tours existantes. Là vous voyez l'époque, comment ça devait être. Et en fait ça marche comme ça, c'est-à-dire on l'appelait le zèbre. Le zèbre parce que dans les tours existantes, on intercalait en rose bureau, parce que la commande c'était 70 000 m² de bureau, le reste, et en bleu, d'un côté logement, donc ici c'est du logement, et ce que vous voyez en vert, de l'autre côté c'est un hôtel. Et donc vous avez compris que les niveaux dans le volume capable, les niveaux de bureau, ils sont super confortables, 5 mètres 20, plus haut qu'ici. Mais c'est 22 mètres, un peu plus large, c'est 100 mètres, connecté avec les deux cœurs noyaux d'ascenseur. Et ensuite, évidemment, le bureau continue au niveau bas, là, on va chercher les autres bureaux qui sont là. Certes, ils sont bas, certes, ils sont un peu moins bien, mais ça devient des petites salles de réunion, etc. Et entre les deux, on intercale les choses. Ça c'est ce qu'est devenu, ce que va devenir le rez-de-chaussée. Alors peut-être j'ai pas les derniers plans, mais c'est pas loin d'être ça, avec une grande serre, la gare du Nord est plutôt par là. Le pôle sportif, donc là les logements, l'hôtel, avec le lobby de l'hôtel, le lobby des logements, quelques commerces. Puis il y a un coworking un peu suspendu, et puis comme je l'ai dit, le lobby du bureau se fait de ce côté-ci. Voilà, une autre vision du truc. Donc voilà, ce qui était le socle, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'avant, ces deux tours, elles étaient posées sur un énorme socle en béton totalement fermé. Donc ce socle devient plutôt une grande serre dans laquelle on peut trouver des cafés, des restaurants, des choses en continuité avec le lobby de l'hôtel. Donc aujourd'hui, l'hôtel, on est allé chercher standard. Donc c'est un standard qui va s'installer là, puisqu'on fait un standard à Bordeaux, on les connaissait, on les a fait venir ici, qui va opérer notamment sur le rez-de-chaussée, mais aussi sur le toit, le rooftop, qui devient un espace, vous avez compris, hein, le rooftop de 110 mètres par 22 mètres, donc je pense qu'il a de quoi faire. Des boîtes de nuit, des bars, des restaurants avec des vues voilà, imprenables sur la ville. Et donc, voilà, là vous voyez en coupe, et vous voyez pas très bien, mais de quelle manière, encore une fois, deux tours qui avaient l'air, dont tout le monde disait on démolit, on fait autre chose, on peut tout d'un coup les transformer en quelque chose qui devient presque plus intéressant qu'une nouvelle construction, parce qu'on manipule un existant, on manipule des choses, et tout d'un coup il y a des choses presque inattendues qui arrivent, qui se mettent en place. Donc voilà le plan, c'est-à-dire que tout ça, là c'est du bureau, et puis un niveau sur deux, tu as un hôtel avec des chambres bien alignées autour du noyau, et puis des logements, où là on a fait des extensions pour avoir des balcons côté parc et côté canal. Et donc sur la façade, on voit ça, c'est-à-dire que d'un côté on a le volume capable qui est en double hauteur, et puis tout d'un coup qui se divise en deux parties, ou là une autre maquette, vue de nuit, où vous voyez un peu le volume capable, et puis c'est-à-dire qu'à un moment donné, presque ces deux tours, elles sont un peu restituées en tant que héritage, mais un héritage qui sans a priori s'adapte, se transforme pour accepter des choses. Voilà, donc ça c'est après bon, je raconte pas toutes les histoires, mais il y a des paysagistes, jardiniers qui pendant l'occupation ont beaucoup travaillé dans la tour, qui l'ont presque aménagé avec plein de gouttes à gouttes en plastique qui couraient dans toutes les, qui
ont testé un peu la vie des plantes. Et aujourd'hui, tout le plancher est pensé pour avoir un goutte à goutte et de pouvoir planter des arbres. Alors, c'est pas des arbustes, mais c'est des vrais arbres qui vont vivre, qui ont été expérimentés pendant l'occupation, etc. Donc il y a un vrai travail comme ça c'est-à-dire que cette occupation, elle a permis aussi d'expérimenter toute une série de choses qu'on peut faire ensuite dans le bâtiment. Bon, après ça donne ça, donc oui, c'est plus dense, c'est méchant, parce que les tours, on les a fermées, tout ça, mais à la fin, on était dans ce quartier, mais tout d'un coup, un bâtiment qui était monofonctionnel, 100%, un peu de bureau, un peu obsolète, un peu triste, et ben tout d'un coup, il y a un café, des restaurants, des bars, du sport, un coworking, des commerces, des gens qui habitent, etc., etc. Notre coupe. Donc ça, c'était le coworking, parce qu'à un moment donné, ils nous ont dit, on n'arrive pas à équilibrer le business, quoi, parce que voilà, c'est des équilibres économiques un peu complexes. Donc tout d'un coup, ils nous ont dit, si vous arrivez à nous trouver 4000 ou 5000 mètres carrés de coworking, tout d'un coup, tac, ça s'équilibre. Donc on a ajouté ce petit bâtiment que vous avez vu, je sais pas où, là, que vous apercevez là, qui a permis juste de trouver la petite extension qui permet à l'opération de s'équilibrer. Donc là, voilà, c'est le lobby des bureaux, c'est-à-dire qu'on rentre, et donc le lobby, c'est un lobby suspendu, qui donne d'un côté plutôt sur la serre, parce qu'en réalité, on voulait que le rez-de-chaussée soit libre et transparent entre la serre et les espaces sportifs, avec les niveaux un peu publics. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est la région flamande qui regroupe tous ses salariés, enfin toute l'administration de la région flamande à Bruxelles va s'installer dans ces 70 000 mètres carrés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 2 concours. On a fait un concours, on a gagné le concours avec le promoteur, et ensuite, avec le propriétaire, on a fait un concours pour la région flamande, parce qu'elle avait, pour qu'elle choisisse son lieu, le lieu où elle devait installer ses bureaux. Donc, tout ce travail-là, c'est le travail avec, et puis la région flamande, elle voulait un bâtiment très high level en matière d'écologie, de développement durable, etc., etc. Donc, avec le fait qu'on garde le bâtiment, qu'on le recycle, il y a, je sais pas les chiffres, mais c'est quasiment 5% de déchets. Il y a 95% qui est soit transformé, soit recyclé, etc. Donc il y a un vrai travail aussi de recyclage, de transformation. Et après, à la région flamande, ça allait très bien, parce que dans son programme, il y avait énormément de programmes particuliers, comme une bibliothèque, comme plein de lieux de workshops où il fallait qu'ils travaillent, voilà, les salariés travaillent ensemble. Donc ce double étage, ce volume capable, nous permettait de nous donner la possibilité presque d'enrichir d'une certaine manière la programmation de tout ça. Bon, après, donc ça maintenant c'est en chantier, donc livraison 2023, parce que c'était le deal. En juin 2023, la région s'installe dans le bâtiment. Je peux montrer juste quelques films, mais ils durent chacun 1 minute, et après je m'arrête. Ils sont marrants parce qu'ils expliquent un peu le passage entre l'occupation et le projet. Des films qui ont été faits par Karine Danin. Wat echt belangrijk is om de kwaliteiten die er zijn te gebruiken. Het vele licht, het ongelooflijke uitzicht. Je kan tot Mechelen kijken. Op een heldere dag zelfs zo ver als de haven van Antwerpen.
Een raam kunnen opendoen en voeling krijgen met wat er buiten gebeurt. Dat is ook kwaliteit, zowel voor het wonen als het werken. Op een plek zitten waar je niet geïsoleerd bent. In een wijk die ook na de kantooruren leeft en veilig en geborgen aanvoelt. By simply changing our lives. What is really difficult for us to accept is that we are reduced to a purely passive role of a model. C'est ça qui nous... Enfin, en tout cas, dans les chambres de qualité précédentes, il nous a dit attention, il ne faut pas que ce soit un monde, même s'il est transparent, ouvert sur la ville. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre une urbanité qui s'adresse à la ville et après une cohérence un peu à l'intérieur du système qui fait que les programmes collaborent. Ja, maar als dat goed werkt, de manier waarop dat naar buiten openplooit, dan gaat dat gebouw de stad veranderen. En dat is wel een hele grote meerwaarde. Daarvoor dat ze het wel heel belangrijk vonden dat al die verschillende functies een eigen adres hadden in de stad. Maar dat is wel een systeem waar de porositeit met de stad begint te spelen. Waar je kunt zeggen, iets kan zowel gebruikt worden door de Vlaamse overheid, maar ook gebruikt worden door externen. En op die manier moet je eigenlijk iets vinden dat die dubbelheid heeft. Dat behoort aan beide. Maar dat betekent toch wel dat het schema wordt dat het gelijkvloers stedelijk wordt en de eigenlijke administratie pas later begint. En dus dat de gelijkvloers nog geen administratie is. Dat is juist. Maar eigenlijk net een ruimte waar dat die twee elkaar dat klinkt wel goed eigenlijk, of niet? Ik vind dat wel. Dat is een voordeel, hè? Dat is een voordeel. Ja. De Noordwijk zal heel anders worden. Wat echt het verschil maakt, is de manier waarop de ruimte gedeeld zal kunnen worden. Het gebouw wordt geen wereld op zich, maar richt zich naar buiten, naar de stad. De begane grond is groot, een hele hectare, en groepeert verschillende diensten die gedeeld worden. Binnen het gebouw, maar ook gedeeld met de wijk erbuiten. Het wordt een trefplaats voor meerdere gebruikers. Een plek waar de dingen elkaar overlappen, verbonden met de stad. Là, vous voyez écouter les jardiniers qui expérimentent dans la cour. Ja. À la base, en fait... Jas uit of aan? Je mag beginnen aan, maar volgens mij heb ik 2 minuten aan. In evolutie wat we hier gedaan hebben, is eigenlijk de gevel voor offset. Met offset wil zeggen als je toch alles flexibel maakt, kom je niet meer zomaar om van 9 tot 5 te werken. En alleen dat te doen, nee, je komt inderdaad omdat je de andere mensen moet zien en omdat je dingen moet uitwisselen en gemotiveerd moet worden. En als je gewoon puur je mails moet doen of even moet schrijven op een document, dan kun je inderdaad perfect thuis. Daarvoor hoef je niet per se op kantoor te zijn. En het evolueert in de tijd. Als je ziet hoe dat 10 jaar geleden werd gewerkt, maar dat in de levenscyclus van een gebouw is eigenlijk gisteren, want hoe fel dat het evolueert. En ik denk dat het belangrijk is dat we met ons gebouw iets leveren waar dat we eigenlijk binnen 10 jaar flexibel genoeg zijn om nog iets aan te doen. Ja. Ik heb weinig onderhandeling met de brandweer, maar ik denk dat dat
We voorzien een grote werkvloer met grote hoogte en veel licht. We maken plaats voor de flexibiliteit van het werken. De gebruikers staan centraal. Hier kom je naartoe om samen dingen mogelijk te maken. Het wordt een productieve plek die energie uitstraalt en ze ook aanwakkert. Er is plaats voor mensen, maar ook voor groen. Werken in een jong bos geeft ademruimte en mentale ruimte. Het gebouw biedt vele mogelijkheden. Je kan er op verschillende manieren samenwerken, maar je kan er ook terug tot jezelf komen en simpelweg genieten van de plek en je werk. Merci.